Bon- Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de C'est l'actu. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous l'avez entendu dans les différentes éditions de LCI au cours des jours précédents, la durée de vie des malades s'allonge grâce au dépistage, grâce au progrès de la médecine, mais aussi grâce certainement à une meilleure prise en charge des patients. On s'occupe aujourd'hui du bien-être de ces malades du cancer. On en parle ce matin avec Céline Lys-Raoult. Bonjour, vous êtes journaliste, fondatrice du magazine Rose. C'est un magazine semestriel gratuit qui est destiné aux femmes malades du cancer, disponible dans tous les hôpitaux et les relais H. Carole Lameau, bonjour, vous êtes socio-esthéticienne dans les centres de beauté de l'association CEW, Cosmetic Executive Women. Vous exercez entre autres à la clinique du Pont-de-Sèvres et de la Jonquière et à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Charlotte Husson, rédactrice du blog Mr. K Fighting Kit, bonjour, dans lequel vous donnez des conseils de beauté aux personnes malades du cancer et vous commercialisez des box. Vous allez nous expliquer comment ça se passe et comment vous en avez eu l'idée. Elisabeth Brousse, vous êtes sophrologue et vous venez de publier Dance Floor Therapy aux éditions Michel Lafon. Vous avez, eu un cancer et vous racontez dans ce livre qui est très drôle, hein, à l'image de la couverture, enfin très drôle autant qu'on puisse. J'avais envie de dire ce matin, j'avais envie de faire une émission feel good, comme on dit, où on peut parler du cancer sans que ce soit triste, misérabiliste, et où il y a des femmes, parce que vous êtes 3 sur ce plateau à avoir été frappées par le cancer. Vous en êtes sortis, c'est votre cas. On va y revenir avec vous. Et puis, docteur Philippe Bergerot, bonjour. Vous êtes médecin oncologue, radiothérapeute à Saint-Nazaire et vous êtes administrateur de la Ligue contre le cancer. Et vous avez largement contribué au développement des soins de support pour les malades du cancer. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait assez peu de l'humain. On savait, les médecins savaient soigner, mais accompagner, c'était une autre chose. Je trouve que le plus joli slogan, c'est peut-être celui du CEW, des centres de beauté. La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. Vous êtes auprès des malades. Racontez-nous un petit peu ce que sont ces centres de beauté. Alors donc, moi je suis donc socio-esthéticienne, Ouais. je collabore avec le CEW qui me permet d'intervenir dans différents hôpitaux. Ma spécialité c'est plutôt donc l'oncologie. Je m'occupe des personnes à différents stades de leur maladie, différents soins esthétiques, différents soins de peau suivant la nécessité pour pallier aux effets secondaires des traitements, des chimiothérapies, radiothérapies. C'est aussi des soins de confort, des soins de douceur, de confort, de réconfort pour apaiser, pour écouter tous ces patients. Oui, c'est quelque chose de relativement... Enfin, ça fait 25 ans que les centres de beauté existent en France, mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans la perception, déjà pour le malade et cette nouvelle technique, ce nouveau métier des socio-esthéticiennes. C'est vrai qu'on est là vraiment en complémentarité de tous les soins médicaux. Donc on est dans l'humain, dans l'humanité, dans le toucher, ce qui est quelque chose de tout à fait particulier par rapport à toute cette technicité, tous les soins médicaux et infirmiers. Oui, peut-être docteur, effectivement, nouveau cette prise en charge de l'aspect humain. Nouveau, mais comme je le disais, en 98, les états généraux des patients atteints du cancer organisés par la Ligue avaient signalé, et les malades, ce jour-là, avaient dit clairement, vous vous occupez de notre cancer, mais vous ne vous occupez pas de nous. Et donc, ont été mis en place le dispositif d'annonce, et dans le dispositif d'annonce, ce qu'on appelle les soins de support, c'est tous les soins qui ne sont pas des soins en rapport avec la maladie. C'est pas la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ouais. Mais c'est principalement... Alors, l'activité physique, parce qu'on en parle beaucoup aussi de l'activité physique, c'est extrêmement important. C'était la prise en charge psychologique, la nutrition et la socio-esthétique est devenue aussi un soin extrêmement important. Comme on dit, il y a un après et ça participe aussi au pendant et à l'après. Oui. Rose existe aussi, s'est fondée aussi sur ce constat que les femmes avaient besoin, entre elles les femmes et les hommes, parce que j'ai vu moi à Saint-Antoine qu'il y avait des hommes aussi qui allaient suivre les soins, qu'il était important de pouvoir partager son expérience et d'avoir des conseils spécifiques. Alors pour les femmes et pour les hommes aussi, puisque Rose sera 200 000 exemplaires, et qui est l'émanation de notre association. Rose est avant tout une association qui a été créée par des femmes qui ont eu un cancer. Moi j'ai eu personnellement un cancer. Toutes les membres de l'association Rose ont eu un cancer et se sont dit à un moment,
de quoi j'aurais eu envie, moi, que je n'ai pas eu, auquel je n'ai pas eu accès pendant que j'étais en traitement. Et ce magazine est né de ça. Il est né du désir d'avoir des informations, d'avoir de la réassurance, d'avoir des conseils de beauté, des conseils de sport. Et puis un côté un peu cocon, c'est les conseils des copines. On sait de quoi on parle parce qu'on l'a traversé. On a aussi sorti un Blue récemment pour les hommes à 50 000 exemplaires, puisque les hommes nous ont demandé d'avoir la même chose que Rose. Donc Blue existe. Et cette semaine, on ouvre une première maison Rose. Elle est à Bordeaux, qui est une maison où il y aura, en fait, dans la vraie vie, on va dire, physiquement, tout ce qui fait le succès de Rose, c'est-à-dire ce côté amical, chaleureux, cocon, douceur, de dire aux femmes, voilà, on sait ce que vous avez vécu parce que nous, on l'a vécu aussi, et on va vous aider à essayer de traverser ça le moins mal possible. Alors, je vous propose de regarder justement, Guillaume Ployer est allé à Bordeaux pour l'ouverture de cette maison, et je vous propose de voir justement ce qui s'y fait. Toutes concernées par le cancer, ces femmes ont retrouvé le sourire en poussant les portes de la Maison Rose. Un petit cocon de 120 mètres carrés en plein centre-ville de Bordeaux. Dans ce lieu d'accueil où la parole se libère, tout est mis en œuvre pour que les malades aillent mieux dans leur tête et dans leur corps. On ne se connaissait pas forcément et là on arrive tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, c'est le cancer et voilà, c'est pas comme ça dans la rue, on va pouvoir parler de la maladie aussi pour parler de choses et d'autres. On se rend compte qu'on a eu le même parcours même si on n'a pas eu la même maladie, pas au même âge, etc. Et c'est ça qui est sympa parce qu'il y a un échange hyper simple. Tous les jours, différents ateliers sont proposés gratuitement. Un espace cuisine, un salon de beauté et même une salle de sport. Dans la Maison Rose, on est bien loin de l'ambiance des centres de soins. Et celles qui viennent ici n'oublient pas qu'avant d'être des malades, elles sont avant tout des femmes. Le cancer altère vraiment l'aspect physique des personnes et nous, notre parti pris, c'est de réenchanter la vie des malades. Vous êtes une femme et finalement, vous trouvez toutes les réponses pour rester femme pendant la maladie. Quand on est en traitement, l'hôpital, on en a un peu marre. Donc là, on va être ailleurs. On va prendre soin de nous ailleurs. Du coup, ça nous permet de garder une vie sociale et ça, c'est super important. Cette structure encore unique en France devrait faire des émules. Déjà, le projet d'une Maison Rose à Paris est à l'étude. Voilà, formidable initiative. Hein, Et puis, c'est joyeux. Oui. Le reportage, c'est joyeux, quoi. Ouais. Joyeux, votre livre l'est aussi, Elisabeth Brousse, contre toute attente. Quand on a un cancer, on ne s'attend pas forcément à lire un livre joyeux. Vous, votre refuge, ça a été la danse, de vous étourdir. Vous étiez dans le déni quand on vous a annoncé ce cancer. Vous n'en avez parlé à personne. Non, en fait, moi, quand on m'a annoncé, quand on m'a dit que j'avais un cancer, je me suis bouché les oreilles. Je voulais absolument rien savoir. C'est un espèce de quelque chose de primitif. Et donc j'ai préféré complètement l'ignorer. Alors j'ai pas ignoré les traitements, mais par contre j'ai décidé de profiter de la vie. Et chaque jour comme mon dernier jour, et puis des nuits aussi, parce que dormir ça me semblait inutile. Comme je savais pas quand est-ce que j'allais peut-être avoir d'autres problèmes. J'ai bien profité de mes nuits, donc je me suis bien défoulée en boîte de nuit. Oui. Pourquoi il y a eu cette volonté cette volonté, en tout cas ce déni, vous avez réagi comme ça, et de ne pas en parler parce que vous aviez l'impression que les gens ne comprendraient pas et que vous seriez stigmatisé, qu'il n'y avait pas de solidarité finalement? Non, je pense que c'était plutôt l'idée de partir seule en guerre, en fait. De pas voir son cancer dans les yeux des autres. Pour justement pouvoir l'occulter plus facilement. Dans mon cas, en tout cas, c'était ça. Alors, on va y revenir avec vous. Charlotte Husson, vous aussi, vous avez eu un cancer. Vous avez réagi, vous êtes très jeune, vous avez réagi comment? Est-ce que vous avez ressenti la même chose, c'est-à-dire la peur de le partager, de le dire ou pas? Non, je l'ai partagé assez vite, mais les circonstances dans lesquelles mon cancer a été découvert, de toute façon, m'ont permis de faire autrement. Donc, c'était vraiment dans un élan d'urgence. Du coup, les traitements se sont enchaînés très vite. Mes amis et mes proches tout le monde était au courant parce que j'ai eu une occlusion intestinale. Donc, forcément, c'est ce qui a permis de découvrir mon cancer. Et du coup, c'était difficile d'être dans le déni de la maladie. Après, j'étais dans le déni des dommages collatéraux de la maladie. Parce qu'il y avait des choses que j'avais pas envie de voir, comme que j'allais perdre ma fertilité, et des choses comme ça. Mais en revanche, la maladie, je l'ai affrontée
de fait, parce que ça s'est présenté brutalement. Et du coup, vous avez eu envie par la suite donc, de créer ces box. C'est une toute jeune entreprise pour, sur le principe de ces boîtes, ça existe, hein, que des entreprises envoient, vous payez une certaine somme et vous recevez des échantillons. Là, ce sont des box, peut-être que vous pouvez nous montrer, qui sont spécifiquement destinées aux femmes qui sont malades, qui ont eu un cancer. Absolument. En fait, j'ai pensé 4 boîtes. En fait, pendant le cancer, on a plusieurs thématiques qui reviennent assez souvent, notamment celle des pieds et des mains, celle des cheveux et des sourcils que tout le monde connaît, et celle du visage et du corps. J'en ai fait une pour les hommes, pour pas les discriminer dès le début. Et... Non, mais c'est vrai que quand on pense soins beauté, on pense plutôt aux femmes. Même cancer, on a l'impression que les femmes sont plus fragiles que les hommes. Et en fait, non, ils rencontrent les mêmes difficultés. Et donc, à travers toutes ces boîtes, j'ai essayé de compiler tous les essentiels dont on pouvait avoir besoin. Il faudrait que vous ouvriez pour nous montrer. Bien sûr. Donc, ça, c'est la boîte cheveux et sourcils. D'accord. Qui est comme ça. D'accord. Donc, à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur, il y a des montrer. produits. Donc là, j'ai un turban que j'ai fait en collaboration avec une amie qui s'appelle Zelda Citroën, qui a un turban très doux pour ne pas agresser le cuir chevelu. Il y a un livret à l'intérieur de chacun des kits, dans lequel il y a des détails, des conseils, des détails, des surprises, comment utiliser les produits, et surtout, donc évidemment, chaque produit à chaque fois. Ce sont des produits spécifiques ou pas? Assez spécifiques, oui. Notamment cette marque qui est très engagée dans l'accompagnement des malades et qui permet aux cils et aux sourcils de repousser. Donc ça, c'est un des éléments phares qu'on peut rencontrer. Un shampoing, de l'huile. Et surtout, à l'intérieur de chacune des boîtes, j'ai réalisé des tutos vidéo que j'ai mis sur une clé USB pour apprendre à se maquiller ou à nouer ses turbans pendant les traitements. L'autre thématique qui est très très important, c'est le thème des pieds et des mains, qu'on connaît peu pendant la maladie, parce qu'on peut malheureusement perdre ses ongles aussi. On peut perdre ses cheveux, mais on peut aussi perdre ses ongles, et ça, on est peu averti. Donc dans ce kit, j'ai compilé, pareil, tous les essentiels, produits les vernis spécifiques, des conseils très précis. Vous laissez montrer les produits. Rose aussi, c'est pas vous, mais c'est votre responsable beauté qui commercialise également des box. Alors c'est Céline Dufranc, qui est notre Red Chef Beauté, mais qui est Red Chef Beauté pour beaucoup d'autres journaux aussi féminins, qui a eu cette idée, qui elle aussi a traversé plusieurs cancers, et qui a eu cette idée de dire finalement, j'aimerais bien faire une box qui soit une box qui... Voilà, une multibox avec plusieurs produits qui vont changer de manière régulière et qui vont mettre en avant de manière régulière les produits qui sortent, qui sont bien, parce que finalement, entre L'Oréal, la Fondation L'Oréal, tout le monde sort quand même des produits vraiment qui correspondent aux besoins des peaux et aux besoins des femmes qui ont des cancers. Et donc cette box est là pour ça, pour suivre un peu l'actualité. Très bien. Alors on va s'interrompre, c'est l'heure du rappel des titres et on se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de C'est l'actu, journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, on parle de l'humain, du patient en tant qu'être humain. La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. Une réelle prise de conscience de l'intérêt de s'occuper à la fois pour évidemment que le patient se sente mieux, mais aussi peut-être pour amener vers la guérison. La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. Qu'est-ce que vous constatez et comment réagissent les patients quand vous allez leur proposer ces soins dans vos cabines de beauté ? Alors, ils peuvent avoir, ces patients qui sont à la fois des femmes mais aussi des hommes, peuvent être extrêmement surpris, extrêmement surpris de ma venue, et certains peuvent même se poser la question du sens. Pourquoi dans ce moment si particulier, ce contexte de crise face à la maladie grave qui est le cancer, pourquoi une esthéticienne, socio-esthéticienne, parce qu'on est toutes donc spécialisées pour travailler dans les hôpitaux. Et donc, c'est à moi de leur expliquer. C'est à moi de leur expliquer tout l'intérêt de ce soin qui vient déjà répondre directement à tous les effets secondaires des traitements, mais aussi
les différences esthétiques qu'on peut rencontrer quand on est face à cette maladie. C'est aussi leur apporter énormément par un toucher tout particulier, parce qu'on fait beaucoup de défleurage, d'application de crème aussi, que ce soit au niveau visage, que ce soit au niveau du corps, avec des produits évidemment spécifiques, adaptés, pour les aider à se reconnecter avec eux-mêmes, reprendre contact avec eux-mêmes. Aussi, la féminité qui est souvent mise à mal chez la femme, aussi chez l'homme qui peut avoir différents soucis esthétiques. Donc c'est aussi les ramener à quelque chose, une prise en charge plus globale finalement. Je m'occupe des personnes, je ne m'occupe pas d'un patient, juste d'une personne atteinte d'une maladie. C'est ça qui est important. Et il y a une relation très particulière qui s'installe entre vous et les patients, parce qu'ils vous parlent, et ce qu'ils vous disent à vous, c'est pas ce qu'ils vous disent aux infirmières, aux médecins, ni même à leur famille. C'est vraiment un rôle très particulier que vous jouez. C'est un rôle très particulier. Chaque patient va avoir un besoin différent d'exprimer des choses. Ça peut être des discussions complètement en dehors de la maladie. On peut parler de toute autre chose. On peut parler de toute façon, de façon générale, on parle du vivant. On est dans la vie, et ça, c'est vraiment important. Et ils sont en demande de ça. Donc, ça peut être aussi de parler de tous ces soucis esthétiques, mais je crois que on est vraiment dans le vivant. On est vraiment dans le vivant et dans le rapport différent, encore une fois, se toucher. Vous dites aussi que ça peut aider avant une chimiothérapie, où des gens ont des symptômes déjà de nausée avant même le traitement. Oui, tout à fait. Et que ce soin préalable aide aussi à appréhender la suite. Un soin préalable qui peut mieux finalement appréhender ces traitements, pour apaiser, pour échanger, pour permettre d'extérioriser des choses et les rendre plus disponibles à recevoir leur traitement. Recevoir un traitement dans de meilleures conditions. Vous dites que c'est vraiment une bulle de détente, où on oublie... Une bulle de détente, c'est un moment d'évasion. Il y en a beaucoup qui me l'expriment, ce moment d'évasion. Et c'est vraiment... Qu'est-ce qui revient le plus, c'est ça? C'est j'ai décroché de la maladie pendant... Oui, pour vous donner un exemple, j'ai beaucoup de patients. Alors, il faut savoir que avec le CEW, ce sont des prises en charge qui sont en individuel, que ce soit au chevet du patient ou dans des espaces dédiés, dans des cabines aménagées. Et certains, une fois que le soin est terminé, en oublient leur perfusion. Donc, il faut que je sois vigilante à ce que le patient ne se relève pas trop vite. C'est formidable. La perfusion. Attendez, ah oui, j'ai complètement oublié. C'est vraiment oublié. L'importance du mental. C'est évidemment banal de le dire, mais essentiel. Et vous, ce livre en témoigne. C'est finalement votre volonté de rire, de vous en sortir, qui vous a aussi aidé à guérir. Oui, je pense qu'un des effets secondaires du cancer, même je pense qu'il pouvait parler, il ne serait pas trop d'accord, mais je pense que c'est l'amour de la vie, puisque finalement, quand on a un cancer, on vit sur un grand 8. C'est-à-dire qu'on va avoir des analyses qu'on va craindre, on va craindre le résultat, donc on va être comme ça un peu en stand-by. Et quand les analyses sont bonnes, c'est une naissance à nouveau, donc on aime la vie, puis les prochaines arrivent. Donc voilà, c'est un peu ce grand 8 qui s'enchaîne. Et c'est vrai qu'entre chaque analyse, dans la mesure où elles étaient bonnes, on a envie de vivre à fond. Ouais. À part la fois où il y a un laboratoire qui vous a dit que c'était catastrophique, ça c'était épouvantable. Oui, j'ai eu droit à un laboratoire qui a analysé mes résultats et qui m'a dit que c'était effectivement catastrophique. Évidemment, ça week-end, votre médecin n'est pas joignable. Oui, après il a quand même pris la peine de m'appeler, mon endocrino, et puis il m'a rassurée. Mais c'est vrai que on n'est pas aussi à l'abri de ce genre d'erreur en fait. Et la danse, finalement, ça a été l'exercice physique dont parlait le docteur tout à l'heure. Moi, dit comme ça me va bien. Hein. Oui, ça vous va bien. On revient effectivement sur cette prise en compte de l'individu, non plus comme patient. Encore une fois, c'est essentiel aujourd'hui. C'est essentiel. Et comme vous avez parlé des difficultés ou des surprises, je pense que c'est important que dans le parcours de soins, on parle de plus en plus de parcours de soins, que les soins, entre guillemets, dits de support, c'est un mot qui n'est pas très agréable, mais qui regroupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'activité physique, en particulier la socio-esthétique, interviennent et que les soignants puissent aussi le présenter, parce que je crois que lorsque les gens viennent en traitement, leur dire qu'il y a des possibilités, il y a dans beaucoup d'établissements, l'activité physique, la socio-esthétique se font, et là, ça fait partie intégrante du parcours de soins, et les gens sont beaucoup moins surpris. Ce qui est important, c'est de prévoir l'après, et grâce à ça, ça nous permet de prévoir l'après-cancer, qui est aussi un élément extrêmement important. Ça facilite, en particulier pour les personnes jeunes, un retour dans des conditions de vie et de travail aussi de façon importante.
Oui, Céline Lisraoult, j'imagine, vous partagez ce qui vient d'être dit. C'est l'ADN même, nous, de de notre association Rose et puis de nos magazines. Alors, dans les soins de support, le docteur disait très bien, effectivement, il y a beaucoup de choses. Et puis, je trouve que les patients, depuis 4-5 ans, sont extrêmement inventifs en matière de soins de support. Peut-être que vous allez faire un soin de support autour de la danse, pourquoi pas. Mais c'est vrai, ça existe déjà. Il y a la rigologie. Nous, on a fait la rigologie. En fait, les femmes se retrouvent avec une rigologue, justement pour rire, parce que rire, ça veut dire respirer, ça veut dire décharger un certain nombre de choses. Et puis, bon, il y a aussi la danse, il y a le théâtre. Il y a vraiment, en matière de soins de support, les patients ont été d'une inventivité totale. Et souvent, c'est toujours la même histoire. Ce sont des gens qui ont eux-mêmes été malades et qui disent bah, « moi, j'ai ce savoir-faire-là. Je pense que ça peut aider les autres malades et je vais créer un atelier. » Et ça, la Maison Rose, qui est financée en grande partie par la Fondation L'Oréal, donc on est vraiment très axé sur la beauté, mais il va voir effectivement tout ça. C'est les patients qui doivent s'emparer de cet endroit et d'en faire le lieu dont ils rêvent finalement. Dont ils rêvent, oui. Charlotte Husson, ça vous a manqué un petit peu aussi, ça, vous, dans... Oui, ça m'a un peu manqué. La maladie. Moi, j'ai vraiment farfouillé toute seule. Parce que malheureusement, à l'hôpital, tout ça existe, mais on n'y a pas forcément accès. En l'occurrence, j'ai eu la chance d'habiter Paris, donc j'ai été quand même plus privilégiée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ces box, c'est parce que je pense que quand on vit en province notamment, on n'a pas forcément accès aux mêmes informations. Et je pense que tout le monde n'est pas averti de tous les effets qu'on peut rencontrer et de tout ce qui peut exister pour justement pallier ces effets. Et... Sans attaquer les médecins, on en a non, plateau, bien sûr, mais c'est de dire qu'il y a quand même cette prise en charge-là, elle n'est pas encore suffisamment développée ça bouge. Par les oncologues. On ça le bouge, sent. Mais c'est très très positif, mais c'est vrai qu'il faudrait l'étendre encore plus parce que moi, en l'occurrence, je n'ai jamais rencontré de socio-esthéticienne. Oui, il y a 20 centres, il y a 25 centres de beauté. Il y en a 12 dans les hôpitaux en région parisienne, 9 à Marseille, Perpignan, Montpellier, Toulon. Mais voilà, ça coûte de l'argent. CEW, si vous voulez faire des dons, on va faire un appel aux dons. La Ligue contre le cancer aussi. Nous avons développé aussi de nombreux services de socio-esthétique et des établissements aussi en développent. Parce que s'il y a quelque temps, on trouvait que c'était superflu, on se rend compte maintenant que c'est un élément important. Oui, et ça se développe, mais pas assez. Ça se développe. En fait, je pense que le développement viendra des patients. Une fois de plus, nous, voilà, le développement exponentiel de notre association Rose, c'est les patients qui viennent vers nous. Et le journal aussi, c'est ça. C'est les patients qui nous téléphonent, qui viennent à la rédaction et qui disent j'aimerais bien lire un truc sur la sexualité après un cancer, j'aimerais bien lire un truc sur l'hormonothérapie. Et finalement, je pense qu'il faut cesser de voir les associations comme des espèces de pyramides où tout viendrait du haut. Il faut être ouvert. Et nous, ce qui fait notre richesse à l'association Rose, c'est qu'on est des vrais malades et que finalement, les malades poussent la porte très facilement vers nous en disant on a envie de voir ça, on a envie de lire ça. Et finalement, ça donne à la fois cette Maison Rose, ça donne un magazine, ça donne plein de choses qui fait que finalement, aujourd'hui, le pouvoir revient aux malades. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer des structures et des choses qui vont vraiment servir les malades. Et parler de la maladie autrement aussi, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Vous l'avez appelé Fighting K. Voilà, il y a de l'humour dans l'appellation de votre boîte. Et on a l'impression, quand on parle du cancer, je sais que moi j'en ai fait plusieurs d'émissions sur le cancer, à chaque fois je disais ne partez pas, quand on prononce le mot cancer, on a envie de partir. Et l'idée de ce matin, c'était justement de montrer qu'on pouvait en parler différemment et que ça peut être joyeux. C'est le cas, vos box sont très jolies. Il faut que ce le soit. Oui, docteur. Et pour revenir, c'est que actuellement, dans le cadre du plan cancer, on parle des patients ressources. Et là, on a un exemple type de patient ressources, parce que les patients ressources qui donnent une autre image du cancer. Et c'est vraiment un des objectifs qui va être évalué pour voir comment les patients ressources peuvent parler aux médecins, parce qu'on sait qu'il y a toute une partie au cours des études médicales, comment ils pourraient aussi intervenir dans le cadre des études médicales pour sensibiliser très tôt les patientes, non seulement à la maladie, mais aussi à l'aspect complet de la personne malade. Mais surtout, je pense que ce qui est très important, c'est, pour ne pas stigmatiser les malades, je pense qu'on a vraiment une envie de beau. On a une envie de beau, on a envie d'un endroit qui sent bon, d'un endroit qui soit joyeux.
Enfin, je regardais les images, je connaissais pas encore les vidéos et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est ça ce dont on a envie. Parce que c'est vrai qu'on se fait une image aussi assez négative de tout ce qui peut entourer le cancer. Il y a un côté assez glauque. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'illustrer intégralement mon blog sans photo pour justement essayer d'alléger un petit peu le sujet. Parce qu'on a envie de parler de beauté. Moi, je suis styliste à l'origine. J'ai envie de choses qui donnent envie. Même si c'est dur, on sait que c'est dur, ça sert à rien de se le rappeler. On a juste envie de choses qui nous rappellent notre vie d'avant. Un peu plus légère. Bien sûr, c'est très important. Un peu plus légère, oui, c'est... Oui, Rose, on prend dans le journal, c'est évidemment que des vrais malades. On ne prend pas de mannequins. Et elles sont plus chouchoutées, j'allais dire, que les top modèles, bien plus d'ailleurs, parce qu'on les respecte. Mais elles sont chouchoutées, elles sont maquillées, elles sont belles. Et le miroir qu'on leur tend est un miroir de beauté. Et ça, c'est vraiment au cœur de tout notre dispositif journalistique à Rose. C'est de dire on va renarcissiser les femmes. Et renarcissiser les femmes, c'est très important parce que ce qu'on leur dit, c'est vous n'êtes pas structurellement une malade. C'est conjoncturel. Vous êtes malade aujourd'hui, demain, vous serez guéri. Et leur donner ce miroir de beauté et de soins et de volontairement être toujours très positif, c'est leur dire c'est une difficile épreuve et on ne dit pas le contraire. C'est très difficile, c'est vraiment un sale moment. Mais ce moment, ce n'est qu'un moment. Et demain, vous allez recommencer. Vous ne cessez pas d'être la femme que vous êtes en ayant un cancer. Et de le vivre au mieux. Et de s'aider de tout ce qui existe aujourd'hui, justement en conseil de soins, en produits. Les marques s'y mettent aussi. Vous avez des produits spécifiques. Comment ça se passe dans vos cabines ? Avec le CEW, donc, on a des produits spécifiques qui sont rendus anonymes. Donc, ce sont des grandes marques. Des grandes marques qui vous donnent des produits que nous rendons anonymes. Donc. Et qui sont vraiment sélectionnés en accord avec le corps médical. Voilà, les hommes, ils réagissent comment, eux ? Vous leur faites... ils réagissent, ils sont extrêmement réceptifs, à une autre prise en charge, à un toucher tout particulier qui leur permettent aussi de lâcher un peu aussi. Moment, comme vous disiez, une bulle spécifique. Ils sont tous très réceptifs. On parlait de l'endroit, de cette bulle. Ils rentrent dans un espace. Et ils sortent de leur chambre. C'est ce que vous dites qui est important. C'est ces cabines de beauté où on est en dehors du... J'essaye dans la mesure du possible de les faire sortir avec l'aide de l'équipe pour qu'on puisse aussi amener certains patients, même les plus fragilisés, dans un espace différent avec, vous voyez, une lumière spécifique, une diffusion peut-être d'huile essentielle, l'odeur des produits, en même temps qu'elle reste très douce, parce que c'est vrai qu'avec les effets secondaires des traitements, il ne faut pas que l'odeur soit trop forte. Tout ça, ça compte. Sur vous, après, vous avez été amenée à aider d'autres femmes qui ont eu des cancers, justement. Oui, j'accompagne des patientes en sophrologie, en post-cancer. Et c'est vrai qu'avec la sophrologie, on va pouvoir leur permettre de se réconcilier avec leur corps, en faire comme une zone de sécurité. Alors que pendant cette période-là, souvent, il y a une certaine défiance vis-à-vis du corps. C'est comme un support un peu de problème ou d'inquiétude. Donc avec la sophrologie, des exercices de visualisation et de respiration, on va en faire une vraie zone de sécurité, de stabilité. Ouais. Et vous avez, je reviens un petit peu sur ce que vous racontez dans le livre sur le déni, c'était aussi parce que vous aviez le sentiment que personne ne pouvait comprendre. Est-ce que vous auriez été au courant de tout ça ? Vous auriez réagi autrement si vous saviez qu'il y avait des maisons comme Rose ou pas ? Je pense que je me serais précipitée dans du beau et dans du cocon, forcément, pour justement essayer de trouver un peu de calme. Un peu de calme, parce que c'est une aventure, c'est une sale période. C'est vrai qu'un peu de calme, une bulle avec des personnes qui comprennent, ça n'a pas de prix. Est-ce que l'importance du mental a été prouvée dans le processus de guérison ou pas ? Ça, c'est toujours une question assez difficile. Les études n'ont pas montré, mais globalement, on voit que des gens qui sont quand même entourés, ça fonctionne forcément mieux parce que, comme on dit, le cadre de vie est important, les personnes accompagnées, parce que c'est vrai aussi que le cancer isole. Et donc, soit on peut avoir la chance de rester en famille, en couple, mais il y a aussi le fait d'avoir des associations et de remonter, entre guillemets, surmonter le moral, c'est un élément extrêmement important. Les associations en France, elles ne jouent pas le même rôle qu'aux États-Unis. Ça commence à se mettre en place, mais il n'y a pas énormément d'associations de patientes, si ?
Ça commence. Alors, on commence, est dans une pleine période d'empowerment des associations de patientes. Alors, nous, Rose, on est avant tout une association, petite mais très active, montée par des patientes, tout simplement parce que dans les associations habituelles, on n'a vraiment pas trouvé... ce que vous cherchiez, c'est ça qui est... Et on a essayé d'adapter notre offre à ce que nous, on savait et à ce que nous, on aurait eu envie d'avoir en matière d'accueil, en matière d'information. On est vraiment d'abord parti sur un journal qui s'agrandit à la demande. Vous voyez, on est parti sur un rose et puis maintenant on a un blue parce que c'est les hommes qui sont venus vers nous en disant mais nous on n'a pas l'équivalent, on n'arrive pas à s'informer, aidez-nous. Donc l'association grandit selon les demandes de la base, c'est-à-dire que chaque pas qu'on fait, c'est le pas qui répond à une demande. Et quand je vous écoute parler, je me dis qu'il y aurait sûrement quelque chose à faire autour du fait de faire danser, vraiment de faire danser les femmes et les hommes maintenant, puisqu'on a les hommes de notre association. Et on va peut-être en parler après. C'est une belle rencontre si on peut au moins aider à ça. Mais dans ce thérapie, effectivement, on n'y aurait pas pensé. Ça a été une thérapie pour vous d'une certaine manière. Oui, la dance music, ça marche bien. Hein. Je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire que vous étiez étourdi par ces soirées, ces nuits, comme vous dites très bien, quand on n'arrive pas à dormir. Donc pourquoi dormir quand on ne sait pas ce qui va nous arriver? C'est ça, il faut profiter. Ouais. Vous avez réussi à monter vos box, qu'on revienne aussi par un financement sur KissKissBank. Oui, absolument. J'ai fait une campagne de crowdfunding qui s'est terminée début janvier. Vous avez récolté 19 000 euros 39 000 euros. 39 000 euros, c'est formidable. Oui, c'est formidable. J'ai été un peu dépassée par la campagne. J'ai vraiment eu des dons très généreux et beaucoup de soutien. C'est formidable parce que je savais que malheureusement le cancer touche beaucoup de gens et de près ou de loin. Mais là, j'en ai vraiment pris conscience et je pense que le fait que j'ai un blog aussi a donné du crédit à mon projet et le fait que je sois malade encore plus. Enfin, que j'ai été malade parce que je suis en rémission maintenant. Il faut faire attention à la sémantique. Et voilà, vous proposiez des choses, encore une fois, assez ludiques et qui parlent à ces femmes. Elles sont jolies, vos box. Alors, c'est assez cher, quand même. Non, alors, pas, oui. 50, les gens concernés trouvent ça peu cher parce qu'ils savent que les produits que je propose sont chers. Et en réalité, une boîte, si vous achetiez en pharmacie, l'équivalent de tout ce qu'il y a dans une boîte, ça coûterait à peu près 200 €. Donc c'est quand même plus. Donc c'est quoi? C'est entre 50 et 60 Chaque euros. boîte coûte 50 € et la plus chère, et c'est celle cheveux et sourcils qui est à 60. C'est des choses qui vont se développer. Il y en a, vous parliez de celle de Rose, de votre rédactrice en chef beauté. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Oui, il y a vraiment une prise de pouvoir, une fois de plus, des patientes qui ont envie de créer les structures dont elles ont eu besoin et qu'elles n'ont pas trouvées. Et c'est important dans la box All You Need Is Rose que fait Céline Dufranc. Il y a de très jolis produits. Il y a une très jolie marque qui s'appelle... qui fait des massages et qui s'appelle Biologique Recherche. Et c'est important ce toucher. Je vous écoutais parler tout à l'heure. Le toucher est très important parce que pour le côté beauté aussi, mais souvent les malades de cancer, moi j'ai rencontré beaucoup de malades quand j'étais moi-même en traitement, qui osaient plus toucher. Et le fait de se toucher, c'est vécu comme une agression. Donc renouer avec des massages, avec des modelages, avec du chouchoutage, en gros, on va dire. C'est essentiel parce que ça veut dire qu'on continue à aimer son corps. Et parfois, il y a vraiment beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi qui sont dans une peur de leur corps, dans un rejet. Donc tout ce qui peut promouvoir le fait qu'on reste des êtres vivants avec un sens du toucher, un sens du plaisir, on essaie de renouer tout simplement. Je pense que vous faites la même chose avec la notion de plaisir. Se dire le plaisir qu'on a un cancer, c'est pas une chose interdite, c'est pas une chose mal. Et on le voit. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a quelques années, les médecins ne parlaient jamais du fait d'avoir un enfant après un cancer. Aujourd'hui, c'est devenu, et c'est d'ailleurs un des axes du plan cancer, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est devenu quelque chose d'essentiel. Les médecins, quand ils voient qu'ils ont des jeunes patientes, doivent leur parler et leur parlent de plus en plus vite de stratégies pour sauver la fertilité des femmes. Ça, c'est nouveau aussi. C'est dire, finalement, on part du principe sain que vous allez guérir. Que vous allez guérir, oui, bien sûr. Mais ça, il y a un gros boulot à faire du côté des médecins, des jeunes médecins. Enfin, tout évolue. Non, mais tout évolue. Puis simplement de la population. Parce que quand vous annoncez, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, que vous avez un cancer... On se referme sur soi et on pense malheureusement à la mort. Et on n'imagine pas qu'il y a un après. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses qui sont développées dans l'après-cancer. Et le fait qu'il y ait tous ces soins de support, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs,
Il y a une recherche pour que ces soins de support soient financés parce qu'il y a un des gros problèmes, c'est que ce n'est pas toujours financé. Il y a des associations, comme vous dites, qui permettent d'avoir ces soins gratuitement parce qu'il y a aussi ce problème-là. Bien souvent, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens et donc c'est pour ça que dans les structures, on essaie d'avoir des soins gratuits. Gratuits, oui. Ce qui est le cas du CEW. CEW. Si vous voulez donner, on va vous donner l'adresse pour vos dons. 30 €, c'est 1 heure de soins. 100 €, ça vous fait 34 €. Je fais la pub, hein. Ça fait 34 € après déduction fiscale. Ça fait une demi-journée d'une esthéticienne dans un hôpital et 200 €, ce qui vous revient à 68 €. C'est une journée d'une esthéticienne dans un hôpital. Ce que vous faites est essentiel, tous ici. Et bravo pour ce que vous faites. Moi, je vous ai rencontré à Saint-Antoine et j'ai vu des patients. Et ce que j'ai entendu et vu m'a bouleversée. Donc, merci. Puis la Ligue aussi contre le cancer, qu'on peut aider. Vous êtes toujours à la recherche de fonds également. Le magazine Rose en kiosque gratuit. Et puis, donc, vos box et votre site qu'on pourra retrouver. Et puis, Elisabeth Bruce, Dance Floor Thérapie. J'espère que ça va aboutir, le projet avec Rose de la thérapie par la danse. Merci à tous les 5 à suivre le journal sur LCI.